Alors, ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu, pour cause, hein, voilà. Alors, c'est peut-être bon de reprendre en se remotivant dans cette recherche que nous faisons sur Aristote, et en se posant la question, aujourd'hui ça devient de plus en plus évident, mais pourquoi faire de la philosophie? Vous voyez, on est vraiment dans une période aujourd'hui de confusion, dans une période qui jette tout le monde un peu dans l'angoisse parce que on ne sait plus où est la vérité. On a une masse d'informations grâce aux moyens techniques qu'on a et toutes ces informations sont contradictoires. Vous avez les plus grands scientifiques qui se battent entre eux par rapport à la pandémie, qui disent une chose et son contraire. Donc voilà, c'est difficile aujourd'hui. Alors est-ce que le philosophe peut avoir un discernement sur des domaines qui sont pas le sien, domaine scientifique, oui. Alors en tout cas, il peut avoir un discernement sur les rapports entre la science et la philosophie. Aujourd'hui, vous voyez, il y a quelques années, on a commencé à parler de la bioéthique, c'est significatif, vous voyez. La biologie et l'éthique, c'est-à-dire la science, et puis l'éthique, c'est la philosophie. Donc, comment concilier les deux? Ça, c'est une question critique, c'est pas tout à fait une analyse philosophique, mais c'est une question sur la connaissance. On réfléchit sur la connaissance humaine. La science est une vraie connaissance humaine. La philosophie est aussi une connaissance humaine. Et donc, il doit y avoir un point où ils se rejoignent, où ils se complètent, où ils se... Vous voyez, parce que la source, c'est toujours l'intelligence humaine qui cherche la vérité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est dans un contexte où la science commande tout. Vous voyez, la bioéthique, c'est en fonction de ce que découvre la science, qu'est-ce qui est bon pour l'homme? L'éthique, c'est bien ça, c'est rechercher le bien de l'homme. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Les découvertes fabuleuses, surtout le progrès de la science aujourd'hui est fantastique. La science n'a jamais progressé autant que dans ces dernières années. Alors elle est capable de tout. Mais dans tout ce qu'elle est capable, il y a des choses qui sont bonnes pour l'homme et d'autres qui sont moins bonnes. Alors est-ce que, parce que la science a découvert des choses extraordinaires, est-ce que c'est ça qui doit réguler la vie humaine? Et quel est le domaine de la science? La science, elle regarde quoi? La science, elle regarde ce qui est mesurable. Et donc, à partir de ce qui est matériel, parce que ce qui est matériel est mesurable. Ce qui n'est pas matériel n'est pas mesurable. C'est la quantité qui est liée à la matière. Donc la science regarde d'abord dans la personne humaine le corps. C'est la matière, ce qui est quantifiable. La philosophie regarde la personne, et la personne ne se réduit pas à son corps. Vous voyez? Donc, est-ce que le bien du corps, c'est le bien de la personne? Oui, bien sûr. Mais, selon les désirs que j'ai, si mes désirs ne sont pas des désirs vrais, alors je peux vouloir pour le corps des choses qui sont contraires à la personne humaine. Et là, le philosophe, il peut faire un discernement. Le philosophe, il étudie qui est la personne humaine, qu'est-ce qu'elle est, cette personne humaine. Et donc, comprendre quel est son bien réel. Vous voyez, entre le corps et l'âme. Quel est le bien de ce tout? Pas seulement le bien d'une partie. Vous voyez? Parce que si mes désirs, ils sont multiples et variés. Et je peux vouloir des choses, et c'est pas parce que j'ai le désir de cette chose que cette chose est bonne. Mes désirs peuvent être apparents, réels, mais apparents dans le sens que c'est pas mon vrai bien. Vous voyez ça, au point de vue chrétien, on le sait très bien, puisque on connaît la cause de ça, c'est le péché originel, qui a désordonner la personne humaine, et du coup, nos impulsions ou nos désirs sont tous azimuts, et ne sont pas forcément pour le bien de la personne humaine.
Alors si la science est capable de satisfaire tous les besoins, tous les désirs de l'homme, ceux qui sont de vrais désirs, qui font grandir la personne humaine et ceux qui l'aliènent, et que c'est la science qui mesure tout, alors on va où? À la destruction de la personne humaine. Donc voilà comment le philosophe, il peut faire un discernement sur le monde d'aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'être un grand scientifique pour être un philosophe, même pas du tout. On peut très bien ne pas être scientifique, mais être philosophe. Et le philosophe fait un discernement sur la personne humaine. Et en particulier sur la partie la plus élevée de la personne humaine, qui est son âme. Le philosophe peut dire quelque chose. D'abord montrer que cette âme existe, et il peut montrer aussi plein de choses sur cette âme, son activité. Vous voyez, et ce qui est bon pour elle, ce qui peut l'épanouir, ce qui peut la faire grandir. Voilà tout ce que le philosophe peut montrer. Alors, dans la science, il y a des choses qui sont contraires à l'épanouissement de l'esprit humain. Pas de l'esprit humain coupé du corps, c'est évident, c'est un tout. Et on doit tenir compte de la réalité, c'est-à-dire de l'âme et du corps. Et pas seulement de l'un, de la science, ou comme Platon, que de l'âme. Vous voyez, c'est les deux extrêmes, et qui ne se rencontrent pas. Oui. Alors, nous avions commencé, alors pourquoi prendre Aristote? Parce que c'est un des philosophes qui a été le plus loin dans la recherche de la vérité, et donc se mettre à l'école d'un maître qui a été aussi loin, eh bien, ça nous rend intelligents, parce qu'on découvre la vérité derrière lui. Si on n'a pas de maître qui nous montre la voie, eh bien, on va perdre du temps, on va s'éparpiller, et puis on va faire des recherches qui sont inutiles. Alors, si on a un guide, alors, ça nous aide à aller plus vite, mais en étant honnête, c'est-à-dire en refaisant la démarche qu'il a faite. Alors c'est ce qu'on essaye de faire en reprenant son travail, de refaire le travail qu'il a fait. Donc la dernière fois, les dernières fois, nous avions commencé par l'activité pratique de l'homme, et je vous ai expliqué pourquoi on commençait par l'activité pratique de l'homme. Parce que l'expérience, on part de l'expérience, pour Aristote, on part de l'expérience pour ne pas avoir d'a priori. Vous voyez, c'est directement contraire aux idées innées de Platon. On a déjà, dans les idées innées, on a déjà une conception de la réalité. Vous voyez, pour Aristote, non. La connaissance, elle doit partir de l'expérience. Une expérience qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est commune à tous les hommes pour que chacun puisse faire la démarche. Et qui est scientifique. C'est-à-dire basée sur la connaissance telle que l'homme connaît normalement, à partir des cinq sens, et puis, etc. Parce que là, on touche quelque chose qui est nécessaire. Quand je vois cette table, et j'ai dit, cette table existe, je ne peux pas dire autre chose. Et si je dis autre chose, je ne suis plus dans la vérité parce que ma connaissance n'est plus conforme à la réalité. Je cherche la vérité en philosophie. Donc je pars de l'expérience où là je touche une nécessité. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Parce que la réalité est comme ça. Voilà. Donc l'expérience de la personne humaine, en premier lieu, quand je l'expérimente de cette façon externe, c'est son activité pratique. Je le vois agir. Je ne commence pas par l'expérience interne. Parce que l'expérience interne, elle n'est pas première, elle présuppose quelque chose d'autre. Je pense, mais je pense quoi? Voilà une expérience interne, je pense, oui. Mais je pense quoi? Je pense quelque chose. Ça veut dire que j'ai fait d'abord l'expérience de cette chose pour la penser. Donc je ne peux pas partir d'une expérience qui soit seconde. Si je veux faire une recherche de la vérité, il faut que je prenne l'expérience au plan radical. L'expérience qui n'en présuppose pas d'autre. Vous voyez? La toute première. Et ça, c'est l'expérience de la réalité externe. Alors, pour l'homme, connaître l'homme philosophiquement, je pars de cette expérience à l'extérieur, c'est-à-dire ses activités, ce que je vois, ce que je constate. Oui, et non pas de la pensée que j'ai de l'homme, qui présuppose plein de choses. Bon. Alors, ce que je vois de l'homme, c'est qu'il agit. Alors c'est vrai que aussi il aime, il pense, mais ça c'est caché. Alors ça peut se voir de temps en temps, c'est vrai. Ça peut se manifester de temps en temps. Quelqu'un qui aime une personne, ça se voit.
de temps en temps. Mais c'est plus facile, et on commence toujours par ce qui nous est plus facile à connaître pour aller de plus en plus vers les choses plus difficiles à connaître. Si je commence tout de suite par les choses difficiles à connaître, alors ça peut être plus de lumière, ça peut peut-être éclairer beaucoup plus. Connaître l'esprit de l'homme, ça m'éclaire beaucoup plus. Mais c'est pas atteignable directement. Et je risque de m'égarer. Il vaut mieux que je progresse, ça fait partie de la démarche scientifique, que je progresse des choses plus évidentes vers les moins évidentes, pour être sûr de ne pas me tromper, d'évidence en évidence, je chemine comme ça. Donc la première chose de l'expérience que je fais de la personne humaine, c'est vraiment ses activités pratiques. Alors nous avions vu la première, selon Aristote, qui est la production, faire quelque chose. Ce qu'on appelle l'activité artistique. Mais dans artistique, vous avez l'artisanat, vous avez le travail, tout type de travail. Pourquoi on prend l'activité artistique? Parce que c'est celle qui est la plus parfaite dans toutes les productions de l'homme. C'est celle qui mobilise le plus la personne humaine. Vous voyez, dans le travail à la chaîne, l'esprit humain n'est pas tellement mobilisé. Parce que c'est automatique. Je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je fais, c'est automatique. Donc la personne humaine n'est pas investie totalement dans le travail. Tandis que dans l'art, vous ne pouvez pas faire une œuvre d'art sans que votre intelligence, votre volonté soit présente. C'est impossible. Et les cinq sens, surtout. Donc, on prend l'activité artistique comme modèle de l'activité pratique de l'homme qui consiste à réaliser une œuvre. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une autre activité pratique qui s'appelle l'éthique. Alors, il y a deux mots, il y a l'éthique et il y a la morale. Je préfère prendre l'éthique parce que c'est plus large. Ça regarde pas seulement l'activité pratique de l'homme qui est différente de celle de produire quelque chose, mais ça regarde aussi la culture, ça regarde les mœurs, ça regarde beaucoup de choses, tandis que la morale, c'est plus spécifique, c'est une partie de l'éthique. Alors, quelle est cette activité pratique de l'homme qui n'est pas de produire un bien? Alors, vous vous rappelez que la dernière fois, nous avions parlé d'Aristote face à Platon. C'est sur ce point précis que Aristote s'est opposé à Platon, sur la question du bien. Voyez ? Pourquoi ? Parce que Platon, il a une théorie qui est la théorie des idées. Et les idées, c'est un mode abstrait. Si vous ne revenez pas à la réalité, et que vous êtes dans l'abstraction, vous tombez dans l'univocité. Parce que l'universel est univoque. L'universel, par exemple, homme, ça vaut pour tous les hommes qui existent. Homme, c'est un universel. Eh bien, il y a une signification qui est toujours la même. Animal raisonnable, voilà. Ça ne change pas. Univoque, ça veut dire même signification toujours. Pas d'autre signification. Alors, pour Platon, à cause de la théorie des idées, il a une conception univoque du bien. Ce qui fait que le bien politique et le bien personnel ont la même signification, sauf avec du plus et du moins, parce que le bien personnel est moins que le bien commun, et donc il participe. Vous voyez, c'est un phénomène de participation, pour expliquer les différences qu'on ne peut pas nier. Vous voyez, c'est-à-dire c'est du plus et du moins. Il y a le bien en soi qui contient tous les biens, et puis tous les autres biens participent de ce bien en soi. Alors, ce qui fait qu'il n'y a plus de distinction entre politique et éthique. Le bien commun et le bien personnel arrivent à s'identifier. C'est pour ça que, vous voyez, le bien personnel, par exemple, c'est l'amour. L'amour entre l'homme et la femme. Alors, si c'est s'identifier au bien commun, les femmes peuvent être partagées, ça fait partie du bien commun. Ce que disait Platon. Alors, Aristote, il s'oppose violemment à ça en disant, mais ça ne correspond pas à la réalité. C'est pas vrai. On peut pas mettre les femmes en commun, par exemple, ça ne peut pas porter l'homme au bonheur. Donc, il a découvert que le bien avait une signification, c'est vrai, un peu universelle, mais aussi diversifiée.
Alors c'est très facile à comprendre. Hein. Vous avez la personne humaine qui est un bien, vous avez l'œuvre d'art qui est un bien pour l'artiste, vous avez la nourriture qui est un bien pour l'homme, vous avez, enfin, tout ce qui existe est bon, d'une certaine manière. Hein. Alors, pas tout, hein, parce qu'il y a du plus et du moins dans le bien. Et il y a des choses qui sont bonnes, mais pour telle personne humaine, ce n'est plus bon. Hein, quand on a une santé déficiente, eh ben, voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut plus manger qui sont bonnes en soi, hein, réellement bonnes, mais qui ne sont pas bonnes pour moi. Alors Aristote découvre ce qu'on appelle l'analogie du bien. C'est-à-dire, tous les biens ont quelque chose en commun, et c'est quoi? C'est qu'ils finalisent l'activité humaine pratique. Quand j'agis toujours pour un bien. Alors même si je me trompe, je crois que c'est un bien et en fait c'est un mal, c'est un bien apparent, mais j'agis toujours en vue du bien, toujours. Ça c'est commun à tous les biens. J'agis en vue du bien. Oh, disons, c'est commun à tous les biens, rapporté à l'activité humaine pratique. Hein. L'activité humaine pratique agit toujours en vue d'un bien. Mais ce bien, voilà ce qu'il y a de commun à tous les biens. Mais ce bien, il est divers. Il est soit ce que je fais, ce que je produis, ça c'est l'art, mais il peut être préexistant à moi. Hein, ce que je produis, il ne préexiste pas, c'est moi qui le fais. Donc il est postérieur à moi. Mais il y a des biens qui sont antérieurs à moi, qui existent avant même que je naisse, que j'existe. Et puis, il y a d'autres biens qui sont comme une synthèse, vous voyez, un peu qui préexistent, mais en même temps que je produis. Voilà. Ce sont des biens très divers. Hein, une personne humaine, c'est quand même très différent d'une œuvre d'art. Pas seulement au point de vue de la qualité de l'être, mais comme bien. Vous voyez, l'œuvre d'art, je la produis, je la fais, elle n'existait pas, puis elle existe. Une personne humaine m'attire. Pas toutes, mais certaines m'attirent. Alors, grâce à cette analyse, vous voyez, une personne humaine et une œuvre d'art sont des significations très différentes. Pourtant, il y a un point commun. C'est ça l'analogie. Hein. Et l'analogie souligne d'abord la diversité, autre et autre et autre et autre. Autre une personne humaine, autre une œuvre d'art, autre un aliment, autre une voiture, autre, etc. Mais il y a un point commun. On souligne d'abord la diversité, et puis on regarde le bien commun, le point commun. Et le point commun, c'est que ça finalise mon activité pratique. Toujours. Voyez ? Alors, selon que le bien est ce que je produis, ça finalise l'activité pratique artistique. Selon que c'est un bien qui m'attire, ça finalise une autre activité qu'on va regarder, ce qui s'appelle l'éthique. Et le bien commun, qui est à la fois un bien produit, mais aussi un bien qui réclame une certaine amitié entre ceux qui collaborent. Alors, grâce à cette analogie du bien, pour la première fois de l'histoire de la philosophie, on va distinguer l'analyse philosophique, politique, éthique et artistique. Pourquoi ? Parce que si le bien finalise mon activité, c'est-à-dire ce vers quoi je tends, eh bien, elle va engendrer en moi une activité différente. Si je produis un bien, l'activité que je vais déployer sera très différente de l'activité d'un bien qui m'attire. Dans un bien qui m'attire, je ne produis rien du tout. Vous voyez, la fin, ce vers quoi je tends, va déterminer l'activité que je vais avoir pour rejoindre ce bien. C'est pour ça que, avec l'analogie du bien, on peut distinguer les diverses analyses de l'activité pratique de l'homme. Alors, ça ne suffit pas, bien sûr, hein, mais déjà, c'est une énorme avancée qu'Aristote a fait face à Platon, de distinguer les analyses philosophiques en fonction du bien qui est le but de mon activité pratique. Alors ici, on entre dans une autre activité pratique, donc, qui est le bien qui m'attire. Voilà. Alors, ça, c'est toute l'analyse qu'a fait Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. C'est ce volume-là, qui comporte 10 livres.
dedans. C'est comme des chapitres, mais on parle de livres, et puis chaque livre est subdivisé en chapitres, qui va chercher, comme il l'a fait dans l'activité, enfin il l'a pas fait dans l'activité artistique, parce que tout ce qu'on a sur son activité artistique, il y a pas de, en dehors du petit volume que je vous ai montré la dernière fois, le Peri Poieticae, il n'y a pas de réflexion sur l'activité pratique artistique en général. Il y a des petits morceaux dans cet ouvrage, mais voilà. Alors, la première chose qu'il va faire pour donner à cette analyse philosophique un statut scientifique, c'est chercher s'il y a un principe. S'il y a un principe, alors ce principe va éclairer toute l'activité. Oui, il ne suffit pas de dire le bien qui m'attire engendre en moi une certaine activité qui est spécifique, qui n'est pas du tout de produire quelque chose, pour faire une analyse scientifique. Pourquoi ? Parce que les biens qui attirent sont très divers. Les personnes humaines sont très diverses. Et donc, comment on peut avoir une science de cela ? C'est la première, d'ailleurs, la toute première, vous vous rappelez qu'on avait lu ça, la toute première réflexion que fait Aristote dans le livre 1, chapitre 1, c'est de se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir une science d'une activité pratique humaine ? Parce qu'on est dans le conjectural, dans le contingent, disons. Et le contingent, c'est ce qui n'est pas nécessaire. Alors, ce qui peut, oui, c'est une réflexion critique, ça, sur la connaissance. Comment je vais connaître ? Comment je vais pouvoir faire une analyse ? Est-ce que ce sera une analyse descriptive ou est-ce que c'est une analyse scientifique ? Alors, dans le cadre des activités humaines pratiques, comme on est dans le contingent, il semble que ça soit difficile. Alors, nous avions lu ce texte qui se trouve au chapitre 1, 1094b 11 27. Je vous le relis parce que c'est une analyse assez fine. Nous aurons suffisamment rempli notre tâche si nous donnons les éclaircissements que comporte la nature du sujet que nous traitons. C'est qu'en effet, on ne doit pas chercher la même rigueur dans toutes les discussions indifféremment, parce que la matière ne s'y prête pas. Pas plus qu'on ne l'exige dans les productions de l'art. Vous voyez, une œuvre d'art parfaite, ça n'existe pas. On tend vers la perfection. Et du plus et du moins. Les choses belles et les choses justes, qui sont l'objet de la politique, donnent lieu à de telles divergences et de telles incertitudes, qu'on a pu croire qu'elles existaient seulement par convention. Parce qu'on est dans la contingence, donc c'est conventionnel. Vous voyez, est-ce que la culture, les mœurs, ce ne sont que des conventions ? Il y a des choses qui relèvent de la convention, puisque dans les cultures, on se comporte différemment. Vous voyez, les mœurs en Asie ne sont pas les mêmes qu'en Europe, ne sont pas les mêmes qu'en Afrique, donc est-ce que ça dépend de convention ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se retrouve nécessairement dans tous les comportements humains ? S'il y a quelque chose qui se retrouve nécessairement, on va toucher la science, parce que là, on touche le nécessaire. Si c'est que conventionnel, alors, on ne peut pas dire. On pourrait faire des micros pour le pays, la même culture, etc. Mais même en Afrique, il y a des microcultures. Chaque pays a ses bons. Alors, je termine. Une pareille incertitude se présente aussi dans le cas des biens de la vie, en raison des dommages qui en découlent souvent. On a vu en effet des gens périr par leur richesse. La richesse est un bien. Et Aristote va dire, est-ce que ça rentre dans le bonheur de l'homme, la richesse, ou non ? Et d'autres périr par leur courage. Et c'est une vertu, le courage. C'est une vertu, donc c'est quelque chose de bon, qui appartient aussi au bonheur de l'homme. Et pourtant, il y a des exceptions, vous voyez. On est dans la contingence, il peut arriver. Vous voyez, c'est pas seulement la contingence de la liberté de l'homme qui agit d'une manière ou d'une autre, et qui peut agir mal, il y a aussi les circonstances de la vie qui fait que même si vous cheminez droitement dans la vérité et vers le bien, il peut y avoir des catastrophes. Alors, est-ce que, à cause de ces contingences, des choses imprévisibles, vous voyez, vous tombez malade, et malade gravement,
Ça, vous ne l'aviez pas prévu. Et est-ce qu'on peut en tenir compte dans l'analyse philosophique, ou est-ce que ça empêche d'avoir une science éthique, hein? Et d'autres périr par le courage. On doit donc se contenter, en traitant de pareils sujets et partant de pareils principes, de montrer la vérité d'une façon grossière et approchée. On ne peut pas attendre la même précision et nécessité philosophique en métaphysique et en éthique. Pas possible, parce que la métaphysique, l'être est, et le non-être n'est pas. Ça, il y a une nécessité absolue. Et ça ne changera jamais. Que vous soyez malade ou non, soyez pauvre ou riche, ça sera toujours la même chose, hein. C'est indépendant. Tandis que dans l'activité humaine, il peut y avoir des facteurs qui interviennent, qui bousculent tout, qui renversent tout, qui révolutionnent tout, et du coup, alors, voilà. Et pas des choses voulues, parfois, hein. Et quand on parle de choses simplement constantes et qu'on parle de principes également constants, on ne peut aboutir qu'à des conclusions de même caractère. Parce que justement, il peut y avoir des choses qui interviennent et qui changent tout. Donc on doit se contenter, quand on fait une philosophie de l'activité pratique humaine, on doit se contenter d'une science qui ne sera pas absolue. Donc ça serait une science qui arrive la plupart du temps. Mais il peut y avoir des exceptions. En métaphysique, il n'y a pas d'exception. Pas possible. Parce qu'on touche l'être, qui ne change pas, qui est au-delà du devenir. Il n'y a pas de devenir, hein. Donc il ne peut pas y avoir d'exception. Alors, on parle de principes également constants, on ne peut aboutir qu'à des conclusions de même caractère. C'est dans le même esprit, dès lors, que devront être accueillies les diverses vues que nous émettons. Car il est d'un homme cultivé de ne chercher la rigueur pour chaque genre de choses que dans la mesure où la nature du sujet l'admet. Vous voyez, si j'étudie quelque chose qui est contingent, eh bien même si j'arrive à découvrir un principe absolu, vous voyez, dans tous les agirs pratiques de l'homme, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Asie, en Europe, est-ce qu'il y a des choses communes, vous voyez, qui ne changeront jamais, parce que c'est lié à la nature humaine, ou non? Ou est-ce que tout est contingent? Bon, c'est évident qu'il y a des mariages partout, hein. Donc, il y a des choses qui demeurent, malgré les cultures, malgré tout ce que vous voulez, hein. Alors, voilà quelque chose qui est constant. Et on peut peut-être faire une analyse scientifique, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. Mais ça ne sera pas une nécessité absolue, une nécessité relative. Une nécessité relative, ça existe, hein, c'est pas contradictoire. On a vu ça en théologie, hein, je vous rappelle. Est-ce que l'incarnation est nécessaire au salut de l'homme? Absolument parlant, non, parce que Dieu pouvait nous sauver autrement. Mais relativement, oui, parce que c'était la meilleure façon pour nous. Si je regarde la toute-puissance de Dieu, c'est pas nécessaire. Mais si je regarde ma condition, c'est absolument nécessaire. C'est ce qu'on appelle une nécessité relative. Vous voyez, elle n'est pas absolue, mais elle est absolue sous un certain aspect. Vous voyez, ben c'est pareil. En éthique, je peux toucher une nécessité, mais qui ne sera pas absolue. Parce que ça dépend de plein de choses qui peuvent intervenir, des facteurs imprévus. Je veux me marier, puis il meurt. Imprévu, mort subite. Bon. Il est évidemment à peu près aussi déraisonnable d'accepter d'un mathématicien des raisonnements probables que d'exiger d'un rhéteur des démonstrations proprement dites. D'autre part, chacun juge correctement de ce qu'il connaît, et en ce domaine, il est bon juge. Alors surtout en éthique. Vous voyez, je vous avais dit la dernière fois qu'on peut enseigner l'éthique à quelqu'un qui a déjà un peu l'expérience, parce qu'il saura, il aura déjà un discernement. Vous voyez, comme on n'est pas dans une nécessité absolue, il faut déjà avoir une expérience pour avoir un discernement. Quand on est dans une nécessité absolue, pas besoin d'avoir d'expérience. L'évidence, elle est là. Et la nécessité, on la touche.
Tandis que quand on est un peu dans le contingent, mais qu'on touche quelque chose de nécessaire, alors il faut avoir déjà un peu l'expérience. Si vous n'avez aucune expérience, comment vous pouvez discerner si une chose est nécessaire ou non? Le mariage, ça existe dans tous les continents. Mais celui qui est petit, un enfant, il ne peut pas discerner ça. Il n'a pas l'expérience. Donc on ne peut pas enseigner l'éthique à des jeunes, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Il faut déjà quelqu'un qui est un peu mûr. On peut enseigner la morale, par contre, oui. Alors, chacun juge correctement de ce qu'il connaît, et en ce domaine, il est bon juge. Ainsi donc, dans un domaine déterminé, juge bien celui qui a reçu une éducation appropriée. Tandis que dans une matière excluant toute spécialisation, le bon juge est celui qui a reçu une culture générale. Aussi, le jeune homme n'est-il pas un auditeur bien propre à des leçons de politique? Alors, quand Aristote parle de politique, là, on voit encore l'influence de Platon sur Aristote. Je vous ai dit, pour Platon, éthique et politique se confondent, et dans l'éthique à Nicomaque, il parle tout le temps de politique, parce qu'il n'a pas encore, bien qu'il a découvert l'analogie du bien, on voit la même chose dans la philosophie de la nature. Aristote range la philosophie du vivant dans la nature, bien qu'il ait découvert un principe propre de la philosophie du vivant. Mais c'est l'influence de Platon encore, dont il ne s'est pas complètement dégagé. Donc il parle de politique, mais il faut entendre l'éthique ici. Parce que pour lui, la politique, comme c'est la synthèse, eh bien l'éthique doit s'achever dans la politique. Pas au point de vue de la finalité, mais achever au point de vue de l'extension, si on va aller jusqu'au bout de l'analyse. Alors, de plus étant enclin à suivre ses passions pour un jeune qui n'est pas encore éduqué, il ne retirera de cette étude rien d'utile ni de profitable, puisque la politique a pour fin non pas la connaissance mais l'action. Une petite remarque très intéressante, quand on veut parler de la vie pratique de l'homme, une certaine sagesse pratique, parce qu'on va voir que dans la perspective de l'activité pratique d'un bien qui m'attire, il y a une certaine sagesse, déjà, qui s'appelle la prudence. Et puis, il y a une autre sagesse, on verra aussi, qui est transcendante par rapport à cette activité pratique. Alors, pour atteindre à cette sagesse, il faut déjà avoir un peu d'expérience. Vous voyez, un jeune qui n'a jamais été éduqué, qui a été, ses parents ne s'en sont pas occupés, etc. Vous pouvez lui parler de l'éthique, de cette activité pratique de l'homme, d'être attiré vers un bien, et tout ce que ça comporte dans la durée, ça lui passera au-dessus de la tête, parce qu'il n'en a pas l'expérience. Il ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal. Si, il a une conscience, bien sûr. Il peut faire l'expérience. Mais plus vous êtes non éduqué, moins vous avez un jugement droit sur ce qui est bon. Donc, vous avez toujours, au fond de vous-même, une conscience qui vous dit ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais si vous n'êtes pas éduqué, donc vous avez tendance à avoir des activités qui ne sont pas bonnes. Et ça devient une habitude. Et du coup, votre jugement, il est un peu faussé. Par l'imagination ? Oui, ou par l'habitude, tout simplement. Ce qu'il a l'habitude de faire, pour lui, c'est le bien. Vous voyez ? Oui, vous le lisez. Ah non. Alors, on va rentrer donc dans cette analyse de l'éthique. Alors, oui, c'est très épais, on ne va pas tout lire, puisque c'est en sortir. On va lire juste quelques points qui sont des pointes et qui sont intéressantes pour nous. Alors, ça se trouve tout de suite, Aristote, après cette réflexion, dans le même livre, le premier livre, après cette réflexion un peu critique d'évaluer s'il peut y avoir une science de l'activité éthique, pratique de l'homme, il va rechercher est-ce qu'il y a un principe. Est-ce qu'il y a un principe de cette activité pratique, c'est-à-dire quelque chose qui va éclairer de façon universelle, mais pas univoque, parce que le bien est analogique. Donc, qui va éclairer pour tout homme cette activité de l'attraction du bien, d'un bien qui me précède et qui m'attire.
il va chercher est-ce qu'il y a un principe. Parce que s'il y a un principe, alors il y aura une science. S'il n'y a pas un principe, on ne peut pas faire de science, on peut simplement l'écrire. Alors ça se trouve au chapitre 2 du premier livre. Voilà. Il dit la chose suivante. Revenons maintenant en arrière. Puisque toute connaissance, tout choix délibéré aspire à quelque bien. Que ce soit la connaissance, point de vue spéculatif, que ce soit d'ordre pratique, il y a toujours que pratique, mais vous voyez, le choix, c'est aussi dans l'art, c'est dans la politique et c'est dans l'éthique, c'est dans tout le voyez. Donc, dans tout choix délibéré, toute connaissance aspire à quelque bien. C'est-à-dire l'homme agit toujours en vue d'un bien, que ce soit pratique ou spéculatif. Voyons quel est, selon nous, le bien ou tant l'éthique. Autrement dit, quel est de tous les biens réalisables, alors réalisable pas au sens artistique, mais atteignable, celui qui est le bien suprême. Alors là aussi c'est même traduit, c'est bien suprême, c'est le bien ultime, il faut entendre, parce que bien suprême pour nous c'est Dieu. Si on est chrétien, donc on a des a priori en philosophie. Quand on lit bien suprême, non, c'est le bien qui est dernier, ultime. Tant qu'on n'a pas découvert l'existence de Dieu, on n'en parle pas en philosophie. Donc on cherche, est-ce qu'il y a un bien qui est le dernier? Sur ce nom en tout cas, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est quoi? Quel est le bien que recherchent tous les hommes? Le bien dernier. À votre avis, c'est quoi? Je demande aux sœurs de se taire, parce que si elles le savent déjà, alors c'est quoi? Voilà, très bien. On n'a personne, rencontré personne qui dise « je ne veux pas être heureux, ça ne m'intéresse pas ». Vous voyez, tout homme cherche le bonheur. Ça, c'est le bien ultime. Alors, voilà déjà quelque chose, ça suffit pas, Ça suffit pas pour être un principe. Pourquoi? Parce que c'est quoi le bonheur? Et là, tout le monde diverge. Tout le monde est d'accord, parce que tout le monde va être heureux, mais quant à préciser la nature du bonheur, alors là, au dire de la foule aussi bien que des gens cultivés, tout le monde est d'accord, c'est le bonheur. Qu'on soit un savant ou pas, qu'on soit avancé dans la recherche de vérité ou non, tout le monde cherche le bonheur. Tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. Par contre, en ce qui concerne la nature du bonheur, on ne s'entend plus. Et les réponses de la foule ne ressemblent pas à celles des sages. Les uns, en effet, identifient le bonheur à quelque chose d'apparent et de visible, comme le plaisir, la richesse, l'honneur. Pour les uns, c'est une chose, et pour les autres, une autre chose. Et souvent, le même homme change d'avis à son sujet. C'est-à-dire, on veut un bonheur qui est d'un certain type, puis on tombe malade. Et puis gravement malade, on a le Covid. Alors, on est terrassé, et le bonheur, c'est d'être guéri. Donc, il voulait un bonheur au point de départ, mais à cause des circonstances, vous voyez, ça c'est la contingence. Vous voyez, il veut un autre bonheur. Quand on est très malade, on n'aspire qu'à une chose, c'est être guéri. Et à se porter bien. Malade, il place le bonheur dans la santé et pauvre dans la richesse. À d'autres moments, quand on a conscience de sa propre ignorance, on admire ceux qui tiennent des discours élevés et dépassant notre bordel. Alors vous voyez, c'est très éclairant aujourd'hui. Parce que quel est le bonheur que recherchent les gens aujourd'hui? C'est le bien-être. C'est la pensée New Age, c'est ça, c'est le bien-être. Alors, qu'est-ce qui s'oppose au bien-être? La maladie. Quand vous êtes malade, vous n'êtes pas bien. Alors, si votre bonheur, c'est le bien-être, quand la maladie vient, à tout prix, il faut prendre tous les moyens possibles pour sortir de là. Sans penser qu'on peut être malade et heureux. Aristote le montrera. Parce que le bonheur n'est pas un bonheur corporel, c'est d'abord un bonheur de l'âme. Et tous les grands mystiques au plan chrétien savent ça. Ceux qui ont vécu les stigmates ou la croix du Christ dans leur chair, ils n'étaient pas très très bien. Ils souffraient. Le martyr, tous les martyrs, ils peuvent être heureux quand même. Alors aujourd'hui, où la mentalité New Age s'est répandue de façon
universel sur tous les hommes de la terre, eh bien on recherche le bien-être. Et on joue sur le contraire, c'est pas tout le monde, il y a des exceptions, heureusement, mais c'est quand même assez généralisé, hein. Et donc, si il y a une pandémie, par exemple, eh bien c'est une catastrophe, on ne peut pas être heureux. Et donc, il faut prendre tous les moyens, et on fait pression, et même, si vous n'entrez pas, eh bien, vous êtes un obstacle au bonheur des autres. Si vous n'entrez pas dans le système. Tandis que si vous comprenez que vous avez un bonheur transcendant, alors il est personnel. Vous voyez, c'est un peu revenir à Platon, hein, vous voyez, c'est un bonheur qui est communautaire, on est tous solidaires. C'est pas complètement faux, hein, on est tous solidaires dans le même bonheur. Parce qu'on cherche le bien-être qui est corporel, et ça, il y a une dimension beaucoup plus univoque. Tandis que l'âme, non. C'est beaucoup plus personnel. Hein. Certains, enfin, pensent qu'en dehors de tous ces biens multiples, il y a un autre bien qui existe par soi et qui est pour tous ces biens-là cause de leur bonté. Alors ça, c'est Platon. Passer en revue. Bon, voilà, c'est le petit texte que je voulais vous montrer. Pour la première remarque d'Aristote, on veut tous le bonheur. Voilà, la fin ultime à la le bien qui m'attire, hein, c'est le bonheur, être heureux. Mais la nature de ce bien, c'est divergent. Alors, cherchons s'il y a un principe propre de cette activité pratique vers le bonheur. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose, un bien auquel tous les hommes qui cherchent le bonheur puissent se réduire, c'est-à-dire puissent converger ou non? S'il y a un bien unique pour tous les hommes, mais unique, hein, pas dans le sens univoque, hein, un bien fin qui détermine toute l'activité pratique de l'homme, de ce type-là, alors on a une analyse scientifique. Alors, Aristote va rechercher ça, et c'est dans le chapitre 5 qu'il va découvrir ce principe propre du livre 1. C'est un principe qu'on découvre dans un raisonnement un petit peu particulier, où là, ce que je vais vous dire, hein, c'est une réflexion critique, hein, c'est-à-dire je réfléchis sur le processus de la connaissance humaine. Hein. Découvrir un principe propre, ce n'est pas objet d'expérience. Hein. L'objet d'expérience, c'est voir les personnes, comment elles agissent pratiquement. Hein. Découvrir un principe propre, c'est saisir quelque chose qui est au-delà de tous les biens particuliers, mais qui est présent dans ces biens particuliers, et qui permet d'expliquer toute l'activité que j'ai. Oui. Autrement dit, ça touche quelle est la nature de cette fin ultime que recherche Aristote. Quelle est la nature de ce bonheur que tout le monde cherche? Est-ce qu'il y a un bonheur qui est vrai pour tous les hommes? Alors, il nous donne, ça s'appelle ce raisonnement l'induction. L'induction, c'est-à-dire une découverte de l'intelligence, une nouvelle vérité que je ne connaissais pas avant, que je découvre à partir de l'expérience. Alors, quand Aristote précédemment, on a lu que la nature du bonheur, tout le monde diverge. Il dit en même temps, ce n'est pas la peine de faire exhaustivement le détail de tous les bonheurs que les gens recherchent. Hein. Il dit, on peut les regrouper en trois. C'est soit le plaisir, soit la gloire, soit la contemplation. Hein. Tous les bonheurs que si on fait l'enquête de façon plus exhaustive, tous ces bonheurs peuvent se réduire à trois. Le plaisir touche principalement l'aspect passionnel de l'homme, le corps.
La gloire touche plus quelque chose de plus noble, c'est la vertu. C'est pas la gloire au sens politique, c'est la gloire qui est une excellence, c'est-à-dire vous êtes exalté pour une qualité que vous avez développée qui est excellente. Et ça, c'est la vertu. Et puis, la troisième, la contemplation. Alors, vous voyez, ces trois types de bonheur, il y a des gens qui recherchent le plaisir, il y en a d'autres qui recherchent la gloire, et il y en a d'autres qui recherchent la contemplation. Ça ne s'adresse pas dans la personne humaine à la même capacité. Le plaisir est surtout recherché par le corps, les passions, vous voyez, et l'instinct sexuel, vous voyez, ça engendre des comportements différents. Si vous recherchez la gloire, alors vous rechercherez à devenir quelqu'un de parfait. Et si vous recherchez la contemplation, alors vous recherchez quelque chose qui est transcendant. La gloire humaine, elle est humaine, elle est au niveau humain. Tandis que la contemplation, c'est quelque chose qui dépasse. Oui. Le troisième, c'est pas le bien utile? Le bien utile? Utile, non, c'est pas. Enfin, dans le résumé qu'il fait, c'est. Oui. Alors, le bien utile, vous voyez, dans la recherche, là, quand on parle de bien utile, ça peut être, par exemple, dans la recherche du plaisir, par exemple, ça peut être l'utilité. Je recherche quelqu'un qui, comme moi, recherche le plaisir. Donc, on a une amitié d'utilité. On se rend service à travers le plaisir. Voilà. Donc, l'autre est un bien utile pour moi parce que je recherche la passion et il se prête à ce jeu-là. Ça peut être aussi dans la gloire aussi. Il peut y avoir des biens utiles. La contemplation, c'est déjà au-delà. Parce que c'est difficile, c'est gratuit, la contemplation. Dès qu'on parle d'utilité, il y a un peu d'efficacité dedans. Alors, dans la gloire, on peut comprendre, mais dans la contemplation, il y a pas cet aspect-là. Dans la contemplation, il y a aussi le plaisir. Comment? Ah oui, mais un plaisir qui est spirituel. Alors, à cause, vous voyez, le philosophe, vous avez raison, le philosophe, il peut pas entrer dans ces distinctions-là parce qu'il n'a pas la raison pour laquelle le plaisir de la contemplation n'est pas recherché comme le plaisir sensible. Vous voyez, nous, on sait qu'il y a un péché originel, donc facilement, si je regarde l'expérience, quand l'homme cherche le plaisir, c'est surtout la passion et l'instinct sexuel. C'est rarement la contemplation. Rarement. Le philosophe parle de l'expérience, donc il peut dire ça. Après, le chrétien, il a l'explication. Il peut dire pourquoi c'est vrai que quand un homme recherche le plaisir, c'est surtout au niveau passionnel et sexuel. Il n'y a que les contemplatifs, mais ça, il faut entrer dans la contemplation pour savoir qu'il y a un plaisir là-dedans, mais qui est très spirituel, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, parce qu'il prend toute la personne. Tandis que la passion ou l'instinct sexuel, ça prend le corps, mais pas l'âme, au contraire. Après, il y a des tristesses, il y a des dépressions, il y a des... Voilà, parce que l'appétit vers ce genre de plaisir, il est extrêmement puissant. Parce que c'est l'instinct de conservation de l'homme. L'instinct de conservation de l'homme, c'est plus puissant que la faim et la soif. Et donc le plaisir qui est lié est extrêmement fort. Vous voyez, au point chrétien, on sait pourquoi, parce que Dieu a voulu que l'homme ne s'éteigne pas, qu'il y ait une perpétuation, enfin je ne sais pas comment on dit, une continuité dans la race humaine. Et donc, comme c'est très fort, l'homme va rechercher ça. Quand il n'a pas de recherche de vérité, il va vers le bien le plus immédiat, le plus fort, dont il puisse jouir, sans se rendre compte que le plaisir contemplatif, c'est beaucoup plus profond, c'est moins sensible, mais ça prend toute la personne, ça engage toute la personne. Et ça conduit au bonheur. Alors, donc, Aristote va faire cette recherche d'un principe propre de l'activité éthique, c'est la pratique du bien qui m'attire, selon 3 voies. Il va donner 3 voies pour découvrir ce principe propre.
Alors je vais vous lire ce qu'il écrit, puis on va revenir dessus. Hein. Donc ça se trouve au chapitre 5 du premier livre. Alors j'avais fait des photocopies, mais elles ne sont pas très réussies. Je peux vous les distribuer, comme ça vous allez lire en même temps. Il y a 2 pages hein, sur ces 3 mots. Alors vous allez voir, c'est tout souligné, tout encadré, tout barbouillé le texte, parce que les frères ont beaucoup travaillé. Alors c'est tout annoté. C'est encore plus précieux. Il y a 2 pages. Hein. Non, pas là. Première page. La première page, c'est la 54. Hein. Deuxième page. Il n'y en a pas un par personne, j'en ai fait 10. Hein. Donc, si vous pouvez en prendre un pour 2, oui, surtout quand vous êtes en couple, là, un pour 2, parce que j'en ai fait 10 et on est plus nombreux. C'est la première page. C'est la première page. La première, c'est 54, la deuxième, c'est 57. 56, pardon. Ça, c'est la deuxième. 54, 56. Ça se suit. C'est la 54, c'est la première page. 56, c'est la deuxième. C'est bon? Ça y est, tout le monde a les feuilles? Il y a une sœur derrière. Voilà. Mais vous avez le livre. Alors, on va lire ces 3 argumentations et puis on va revenir dessus. Hein. Alors, je lis chapitre 5. Hein. Alors, les titres entre crochets, là, c'est pas Aristote, hein, ça c'est l'éditeur. Tous ces points ont été suffisamment traités. Revenons encore une fois sur le bien qui fait l'objet de nos recherches. Et demandons-nous ce qu'enfin il peut être. Vous voyez, la nature. Hein. Qu'est-ce qu'il peut être, ce bien? Ce bien ultime, hein, le bonheur. Le bien, en effet, nous apparaît comme une chose dans telle action ou tel art, comme une autre chose dans telle autre action ou tel art, ou tel autre art. Il est autre en médecine qu'il n'est en stratégie, et ainsi de suite pour le reste des arts. Quel est donc le bien dans chacun de ces cas? N'est-ce pas la fin en vue de quoi tout le reste est effectué? C'est en médecine la santé, en stratégie la victoire, dans l'art de bâtir une maison, ou dans un autre art c'est autre chose. Mais dans toute action, dans tout choix, le bien, c'est la fin. Car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit toujours le reste. Par conséquent, s'il y a quelque chose qui soit fin de tous nos actes, c'est cette chose-là qui sera le bien réalisable. Et s'il y a plusieurs choses, ce seront ces choses-là. Alors vous voyez, comme je vous avais dit, hein, souvent Aristote prend des exemples tirés de la philosophie de l'art, la production d'un bien, pour parler par comparaison et différence de l'éthique. Vous voyez, première bon, on va lire le reste, hein, puis on va revenir. Alors après c'est la ligne 25, hein. Puisque les fins sont manifestement multiples, et nous choisissons certaines d'entre elles, par exemple la richesse, les flûtes et en général les instruments, en vue d'autre chose, il est clair que ce ne sont pas là des fins parfaites, alors que le souverain bien, c'est-à-dire le bien ultime, hein, est de toute évidence quelque chose de parfait. Il en résulte que s'il y a une seule chose qui soit une fin parfaite, elle sera le bien que nous cherchons. Et s'il y en a plusieurs, ce sera la plus parfaite d'entre elles. Or, ce qui est digne d'être poursuivi par soi, nous le nommons plus parfait que ce qui est poursuivi pour une autre chose. Et ce qui n'est jamais désirable en vue d'une autre chose, nous le déclarons plus parfait que les choses qui sont désirables à la fois par elles-mêmes et pour cette autre chose.
Et nous appelons parfait au sens absolu ce qui est toujours désirable en soi-même et ne l'est jamais en vue d'une autre chose. Or le bonheur semble être au suprême degré une fin de ce genre, car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais en vue d'autre chose. Au contraire, l'honneur, le plaisir, l'intelligence ou toute vertu quelconque sont des biens que nous choisissons assurément pour eux-mêmes, puisque même si aucun avantage n'en découlait pour nous, nous les choisirions encore. Mais nous les choisissons aussi en vue du bonheur, car c'est par leur intermédiaire que nous pensons devenir heureux. Par contre, le bonheur n'est jamais choisi en vue de ses biens, ni d'une manière générale en vue d'autre chose que lui-même. Troisième voie, on peut se rendre compte encore qu'en partant de la notion de suffisance, on arrive à la même conclusion. Le bien parfait semble en effet se suffire à lui-même. Et par ce qui se suffit à soi-même, nous entendons non pas ce qui suffit à un seul homme menant une vie solitaire, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa femme, ses amis, ses concitoyens en général, puisque l'homme est par nature un être politique. Mais à cette énumération, il faut apporter quelques limites, car si on l'étend aux grands-parents, aux descendants et aux amis de nos amis, on ira à l'infini. Mais nous devons réserver cet examen pour une autre occasion. En ce qui concerne le fait de se suffire à soi-même, voilà quelle est notre position. C'est ce qui, pris à part de tout le reste, rend la vie désirable et n'ayant besoin de rien d'autre. Or, tel est notre sentiment, le caractère du bonheur. Voyez, 3 étapes pour découvrir ce principe de toute l'activité humaine de cette sorte, c'est-à-dire le bien qui m'attire. Alors, je reprends le premier. Revenons encore une fois sur le bien qui fait l'objet de nos recherches et demandons-nous ce qu'enfin il peut être. Quel est ce bonheur? C'est quoi exactement? Le bien, en effet, nous apparaît comme une chose dans telle action ou tel art et comme autre chose dans telle action ou tel art, tel autre art. Il est autre en médecine qu'il est en stratégie et ainsi. Donc, l'exemple de l'activité artistique pour bien montrer la chose qu'il veut dire, et ainsi de suite pour le reste des arts. Quel est donc le bien dans chacun de ces cas? N'est-ce pas là la fin, en vue de quoi tout le reste est effectué? Alors voyez, passage du bien à la fin. Le bien, c'est ce que je vise, et donc il est la fin, le but. C'est un passage extrêmement important, parce que tout bien n'est pas fin. Tout bien n'est pas fin. Cette table est un bien, c'est pas ma fin. La fin, elle est autre chose. Oui, parmi tous les biens qui existent, et tout ce qui existe a une certaine bonté, certains vont finaliser mon activité, d'autres non. Donc Aristote fait déjà la distinction entre le bien et la fin. Le bien est ce qui m'attire, et quand il m'attire, il devient ma fin. Parce que il va être source de toute mon activité. Il va être cause de mon activité finalisée par ce bien. Vous voyez, ce sont 2 mots différents, bien et plus général. Regardez dans l'amitié, par exemple. Vous avez des personnes, ça sera vos amis, dans d'autres personnes, non, pas du tout. Pourtant, toutes sont des biens. Mais certaines jouent un rôle de fin, d'autres non. Jouent un rôle de fin parce que vous allez partager quelque chose de plus personnel avec vos amis. Avec les autres, non. Donc ça va finaliser déjà une activité, vous allez partager ensemble. Et le mariage, on partage ensemble toute une vie. Donc ça finalise pas mal d'activités. Toutes les personnes ne sont pas comme ça. Je ne vais pas partager ma vie avec tout le monde, mais avec une personne, qui va être mon conjoint, par exemple. Ou avec un ami, je vais partager un type d'activité. Donc ça va finaliser l'activité que je vais entreprendre, parce que je vais le faire avec une personne. Je cherche la vérité avec vous. Ça finalise ce que je suis en train de faire.
voyez? Alors, ce bien, il est fin. Il est fin parce que c'est mon but. La table, en ce moment, ce n'est pas ma fin. Mais je n'agis pas en vue de la table. Je n'agis pas en vue du chien. Je n'agis pas en vue... Et pourtant, ce sont tous des biens. Mais certains vont être fins, c'est-à-dire ce qui va achever mon activité pratique, puis d'autres, non, je m'en occupe pas. Le passage du bien à la fin. Alors, c'est extrêmement important. Parce que quand je dis que ce bien est ma fin, je lui attribue une causalité. Il va être cause de mon activité. Et la cause, il y a quelque chose de nécessaire. Elle a un effet. Cette personne qui m'attire, qu'est-ce qu'elle cause? L'amour en moi. Et à cause de cet amour, je vais déployer toute une série d'activités pour la rejoindre. Et pouvoir partager avec. Et la choisir, etc. Alors que la voiture, qui est un bien, ça ne finalise pas mon activité pour le moment. Vous voyez? Donc elle n'est pas cause. Elle n'est pas cause de mon activité actuelle. Je ne m'en sers pas. Vous comprenez ça? C'est capital. Vous voyez? Première découverte, l'analogie du bien. Deuxième découverte, dans cette activité pratique de l'homme, certains biens deviennent ma fin. C'est-à-dire, ils vont engendrer en moi quelque chose de nouveau. Ils causent des effets. Et l'effet, c'est l'amour, l'attraction du bien. Oui? Donc là, je m'approche d'une science parce que j'ai déjà une cause. Mais ça ne suffit pas. Hein? N'est-ce pas la fin au vu de quoi tout le reste? Alors il prend l'activité artistique parce que c'est plus visible pour l'activité artistique. Vous voyez, j'agis, je construis en vue, j'ai un projet. Vous voyez, j'ai un bien que je veux réaliser. Donc ce bien, il est ma fin parce qu'il mobilise mes activités et je les ordonne en fonction. Vous voyez, je n'agis pas n'importe comment pour réaliser ce bien. J'agis en fonction de ce que je veux faire. Hein? C'est en médecine la santé. En stratégie, la victoire, dans l'art de bâtir une maison. Donc on voit déjà au niveau artistique que dire que le bien et la fin n'est pas suffisant pour donner la nature du bonheur. Puisque les fins sont diverses. Vous voyez? Ça peut être la santé, ça peut être une maison, ça peut être... Donc, découvrir que le bien est fin, c'est bien. J'ai déjà une causalité. Mais ça ne suffit pas pour dire quel est le bonheur que tout le monde recherche. Quelle est la nature de cette cause finale. Hein? Mais c'est déjà un pas. Hein? On a fait un tri, un discernement parmi tous les biens. Alors, mais dans toute action, dans toute chose, le bien, c'est la fin. Car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit toujours le reste. Par conséquent, s'il y a quelque chose qui soit fin dans tous nos actes, c'est cette chose-là qui sera le bien atteignable, réalisable. Hein? Et s'il y a plusieurs choses, ce seront ces choses-là. Alors, est-ce que ce bien que je cherche, il est unique? Ou est-ce qu'il y en a une multitude? Hein? Dans l'expérience que j'ai, qui me rend heureux au plan humain, c'est l'amour. Hein? Un amour qui va jusqu'au bout, hein? C'est-à-dire avec un choix réciproque, un partage de vie, etc. Il y a un bonheur, là. Hein? Mais chaque personne est différente. Est-ce que je peux dire qu'il y a une fin ultime? Un bien au-delà duquel, une fin que je ne peux pas dépasser. Vous voyez, que je ne recherche pas d'autres biens au-delà de ce bien-là, parce que c'est mon bonheur. Et le bonheur, c'est la fin dernière. Hein? Alors, donc, première voie, c'est de faire la distinction entre le bien et la fin. Voilà. Déjà, j'ai un principe, j'ai une causalité, j'ai déjà une nécessité. Mais ça ne me dit pas quelle est la nature de cette fin. Puisque l'expérience me montre que ces fins sont multiples. Dans l'art, on le voit bien. Hein. C'est la santé, c'est la maison, c'est tout. Voilà. Alors, deuxième voie. Puisque les fins sont manifestement multiples, et si je veux une science, il faut que j'ai une fin unique. Parce que l'universalité, pour la transmission du savoir, réclame que cette fin, elle soit unique. Je dis pas univoque, mais unique. Hein. Alors, puisque vous voyez, c'est le bonheur, on le sait déjà, hein, tout le monde cherche le bonheur. Hein. Mais la nature, qu'est-ce que c'est?
Alors, puisque les fins sont manifestement multiples, et nous choisissons certaines d'entre elles, par exemple la richesse, les flûtes, et en général les instruments, en vue d'autre chose, il est clair que ce ne sont pas là des fins parfaites, alors que le souverain bien est de toute évidence quelque chose de parfait. Hein? Le bien ultime, ça ne peut pas être un moyen. Hein? Le moyen est un bien. Et le moyen est un bien qui finalise déjà une partie de mes activités. Je veux aller à Sisteron, je vais utiliser ma voiture. Donc je monte dedans, je fais le plein, je la conduis. Voilà un moyen qui finalise déjà, mais c'est une fin déjà. Mais c'est pas une fin dernière, parce que c'est en vue d'aller à Sisteron. Donc voilà un bien. Alors on a fait le passage du bien à la fin, et maintenant de nouveau un autre discernement. Il y a des fins qui sont dernières, et il y a des fins qui sont intermédiaires, qu'on appelle des moyens. Vous voyez l'analyse, philosophique ce que c'est, vous voyez, pour être le plus précis et le plus... On affine à chaque fois. Voilà, à chaque fois on affine, c'est ça. On va de plus en plus loin dans la recherche de la vérité. Aristote a créé la biologie. Comment Aristote a créé la biologie. En fait, c'est le fait de classer les espèces. Et donc biologie. On revient au raisonnement mathématique et de dire le classement. Oui, mais ça c'est parce que c'est la science, donc ça c'est univoque. Vous voyez, on fait des catégories. Tandis que là, on est dans l'analogie. Vous voyez, parce que le bien qui est visé par chacun, il est différent. Vous voyez, les personnes qu'on aime, elles sont toutes diverses. Et même dans toutes mes activités, moi je vais prendre la voiture, il y en a d'autres qui sont plus sportifs, qui vont prendre le vélo, il y en a d'autres, etc. C'est des moyens. Voilà. Et même dans les fins, encore une fois, il y en a qui alors il va le dire, mais là c'est difficile pour nous qui avons une mentalité chrétienne, parce que pour nous, le bien dernier, le bonheur, on sait déjà ce que c'est. Et donc on a comme un a priori, c'est difficile d'entrer dans une analyse philosophique sans a priori. Vous voyez, qui peut s'adresser à n'importe qui. Et tout ce raisonnement philosophique qu'on fait, pas besoin d'être chrétien pour le dire. Et quand il va conclure... Il a influencé les musulmans et les juifs. Il a influencé les musulmans et les juifs de la manière de Thomas d'Aquin avec Averroès. Tout à fait. Alors, il en résulte que s'il y a une seule chose qui soit une fin parfaite, elle sera le bien que nous cherchons. Et s'il y en a plusieurs, ce sera la plus parfaite d'entre elles. Vous voyez, on recherche quelle est la fin qui est la plus fin, quoi. Et dans mes fins, il y a des moyens, et puis il y a des fins, il y a des moyens qui sont des fins parfaites parce qu'elles sont vues d'autre chose. Le bonheur, c'est le bien que tout le monde recherche, donc c'est une fin ultime. C'est pas un moyen, parce que on ne recherche pas quelque chose au-delà du bonheur, comme si le bonheur était en vue d'autre chose. Or, ce qui est digne d'être poursuivi par soi, nous le nommons plus parfait que ce qui est poursuivi pour une autre chose. Alors, je suis pas sûr qu'en grec, j'ai pas regardé, mais que ça soit le mot parfait. Je pense plutôt c'est ultime, que ce qui est poursuivi pour une autre chose. Et ce qui n'est jamais désirable, en vue d'une autre chose, nous le déclarons plus ultime que les choses qui sont désirables à la fois par elles-mêmes et pour une autre chose. Et nous appelons parfait au sens absolu ce qui est toujours désirable en soi-même et ne l'est jamais en vue d'une autre. Vous voyez, une fin qui ne soit pas en vue d'une autre. Or, le bonheur semble être au suprême degré une fin de ce genre. Car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais en vue d'une autre chose. Et là, il en profite pour dire, ceux qui recherchent la gloire, ceux qui recherchent la richesse, ceux qui recherchent, en fait, ils le recherchent en vue du bonheur. Donc, c'est pas une fin tout à fait ultime. Alors bon, c'est discutable. Au contraire, l'honneur, le plaisir, l'intelligence ou toute vertu quelconque sont des biens que nous choisissons assurément pour eux-mêmes, puisque même si aucun avantage en découlait pour nous, nous les choisirions encore, mais nous les choisissons aussi en vue du bonheur, car c'est par leur intermédiaire que nous pensons devenir heureux. Bon, c'est discutable parce qu'on pourrait dire, celui qui recherche la richesse, ça devient pour lui la fin ultime dernière, oui. Et après, il recherche, mais l'expérience montre que c'est pas vrai. Après, il recherche plus rien. C'est pas vrai. Comme c'est quantitatif, ça n'a pas de limite.
Et si je m'appelle Bill Gates, eh ben je recherche encore des sous, tout le temps. Bon. La gloire, c'est pareil. Hein, quand on a atteint un certain niveau de gloire, on en recherche encore. Hein, c'est sans fin. Alors, est-ce qu'il y a une fin, vous voyez, qui soit pas quantitative, qui soit purement qualitative, vous voyez, et qui n'implique pas... Alors, un bonheur, est-ce que ça peut grandir? Est-ce que ça peut croître? Oui, bien sûr. Mais ça sera toujours le même bonheur. Parce que c'est qualitatif, vous voyez. Ça ne sera pas d'une autre espèce. La quantité, quand vous ajoutez, ça change de nature. Il y a le petit et le grand. Tandis que la qualité, quand elle grandit, elle ne change pas de nature. Vous voyez? Donc, si j'atteins un bonheur, je pourrais dire, mais est-ce que je ne suis pas à la recherche d'un bonheur plus grand? Non, parce que le bonheur, on va voir, c'est le bien ultime, il n'y en a pas au-delà. Donc, s'il y a un changement dans le bonheur, un approfondissement, une croissance, ça ne va pas changer la nature du bonheur, c'est toujours le même, mais qui s'approfondit. Vous voyez la différence? Hein? Alors, par contre, le bonheur n'est jamais choisi au vu de ses biens, ni d'une manière générale au vu d'un... Alors, troisième voie, et puis on va s'arrêter, parce que ça va être l'heure de la messe. Hein. On peut se rendre compte encore qu'en partant de la notion de suffisance, on arrive à la même conclusion. Le bien parfait semble en effet se suffire à soi-même. Quand je suis dans le bonheur, je ne cherche plus rien. Je suis accompli. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui est suffisant. Et par ce qui se suffit à soi-même, nous entendons non pas ce qui suffit à un seul homme menant une vie solitaire, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa femme, ses amis, ses concitoyens en général. Mais l'homme est par nature, car puisque l'homme est un animal politique. Mais à cette énumération, il faut apporter quelques limites, car si on est en grands-parents d'ascendants on va à l'infini. Mais nous devons réserver cet examen pour une autre occasion, c'est-à-dire en politique, principalement, à la fin de l'éthique. En ce qui concerne le fait de se suffire à soi-même, voici quelle est notre position, c'est ce qui, pris à part de tout le reste, rend la vie désirable et n'ayant besoin de rien d'autre. Or, tel est notre sentiment, le caractère du bonheur. Voilà. La troisième voie est un peu plus, elle est moins pertinente, disons, que les deux premières. Hein. C'est-à-dire, cette fin ultime que je cherche, puisqu'il n'y en a pas d'autre au-delà d'elle, eh bien, ça me suffit. C'est une conséquence. Hein. C'est pas seulement le bien qui est dernier, qui n'est pas recherché en vue d'un autre, et qui est fin ultime, donc, mais ça m'est suffisant. J'ai pas besoin d'autre chose. Vous voyez, je ne recherche pas d'autre fin. Même qui ne serait pas ultime. Ça me suffit. Voilà, alors, je crois que, au fond, j'ai un peu expliqué. Hein. Alors, quand Aristote parle du souverain bien, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. C'est le bien qui est ultime et dernier. Il n'y en a pas d'autre après. Donc, première voie, passage du bien à la fin. Deuxième voie, passage de la fin à la fin ultime. Dernière. Et c'est ça le bonheur. Autrement dit, Aristote a montré que le bonheur est cause finale ultime. Alors, il va dire après, ça ne suffit pas. Parce que c'est trop abstrait. Hein? Dire que le bonheur est la fin ultime, alors pour nous chrétiens, on pense tout de suite à Dieu, hein? Mais pour un philosophe, ça veut dire quoi? C'est quoi? Quelle est la nature de cette fin ultime? C'est quoi? Vous voyez? Alors c'est tout l'effort qu'il va faire après, d'essayer de montrer quelle est la nature de cette fin ultime. Et c'est dans le livre 2. Non, déjà dans le livre 1, à la fin du livre 1. Alors, c'est ce que nous ferons la prochaine fois.